Salam alaikum, Azul, bonjour tout le monde. Donc on va consacrer la vidéo à l'occasion de l'anniversaire, le 41e anniversaire de la mort de Houari Boumediene. Donc disons d'emblée que peut-être c'est le seul président يعني بأتم المعنى الكلمة le seul président que l'Algérie, un véritable président que l'Algérie a eu dans son histoire. Donc dans cette vidéo, on va essayer de parler de la vie de ce grand homme. إذا غادي نحاولوا في هذه الفيديو باش نتكلموا على شخصية هذا الزعيم الكبير. Bon, pour cette vidéo, pour ne pas être une vidéo très longue, on ne va pas essayer de parler des choses connues à Boumediene parce que la majorité des gens connaissent des événements, des choses importantes de la vie de Boumediene. On va essayer de faire ressortir dans cette vidéo les choses les moins connues, les facettes les moins connues de la vie de Houari Boumediene, notamment pour les générations qui n'ont pas vécu le règne تاعهم. يعني الجيل اللي جا من بعد هواري بومدين كاين اشياء اللي غير معروفه لهذا الجيل. اذا غادي نحاولوا في هذا الفيديو باش نتكلموا على الاشياء الغير معروفه لحياه هواري بومدين. خاطر ce sera pas intéressant de parler des choses que tout le monde connaît à propos de Boumediene et de sa vie. Donc beaucoup de choses qu'on va dire peut-être dans cette vidéo. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, notamment ces détracteurs, d'accord, mais il y a une vérité à dire. Il y a une vérité qui existe, qui est confirmée même par des gens politiques, des hommes politiques, ou notamment des gens qui étaient opposés à lui, soit des gens, des personnalités étrangères, soit des personnalités nationales. Donc كاين شخصيات اللي غاديين ياكدوا هذه الاشياء، سواء هي شخصيات كانت ما توافقش في هذا كتنقدوا او كانت اوبوزي à lui، c'est-à-dire تعارضوا، داكور. وهي دي شخصيات كاين اجنبيه وشخصيات وطنيه. Donc, كما قلت لكم الجزائر دخلت c'est la descente, ce que moi personnellement j'appelle la descente aux enfers, donc de l'Algérie. بعد الموت نتاعو l'Algérie دخلت في دوامه تاع مشاكل parce que on n'a pas pu le remplacer, d'accord. Donc l'Algérie est entrée dans une turbulence كما نقولوا. بعد la mort تاعو c'est fini, il n'y a aucun homme qui était à la hauteur de Boumediene. Bon, بعد كاين الناس اللي يقول لك c'était un dictateur. Moi j'appelle pas un dictateur parce que un dictateur il vient pour s'enrichir, il fait des choses pour lui-même, d'accord. هو bon حاجه الاولى اللي يعني الناس اللي شهدوا له il a été un homme honnête et intègre et ما خلى فورتون، ما شارك لا فامي نتاعو في الحكم، كان دائما يحارب هذه الاشياء d'accord. Et il a été toujours opposé à ce que les gens de sa famille participent au pouvoir. Wallah, ils s'enrichissent sur son dos, d'accord. Donc يعني une de ses qualités, d'accord, واللي يشهد لها الأصدقاء والأعداء، ses amis et ses ennemis attestent. Donc c'est la première des choses. D'autres يقول لك كان un dictateur. Moi j'appelle j'appelle pas un dictateur parce que c'était un autoritaire, quelqu'un qui était autoritaire, الناس كتخاف منه، d'accord. Donc il tenait l'Algérie يعني d'une main de fer. ماشي كيما اليوم chacun il fait ce qu'il veut. وقتها il y a personne qui يعني ils avaient peur de son autorité, d'accord. Donc la moindre hadak et payer chèrement les erreurs ou les égarements تاعهم. Chaque responsable politique ou la hadak à la moindre ou le moindre égarement il le paye cash. Donc c'était quelqu'un d'autoritaire.
parce qu'il voulait, il était, كما نقولوا حارس على الدولة. Bon, autre chose pour vous montrer l'autorité et la rigueur dans la gestion d'un pays. وقتها كنا celui qui est, c'est-à-dire a été pris pour, il a bénéficié d'une corruption ou un détournement des fonds publics à l'État, etc. كان يفوت كنا نسمعوا نحن نلابلي كنا صغار الشرع الأحمر، c'est-à-dire la criminelle, il passe en criminel. Et lorsque tu passes en criminel, la sentence, le verdict peut aller jusqu'à la condamnation à mort. C'est un crime, d'accord? Après lui, les erreurs, c'est des délits, c'est-à-dire tu passes la correctionnelle. La correctionnelle, qui m'a par exemple, ou l'administratif, qui m'a actuellement le jugement, c'est-à-dire la sentence, par exemple pour les derniers, qui ne dépasse pas 20 ans. Le code pénal, le verdict ou la sentence, le maximum c'est 20 ans, quel que soit le détournement, etc. Alors que non, c'était un crime qui peut aller jusqu'à la condamnation à mort. Ou qu'il y a une histoire, elle existe sur YouTube, Bouhara, qui relate l'histoire. Le comptable de la CNTR, la Société Nationale de Transport Routier, il a détourné 3,5 millions. D'accord? Il a été jugé, il a été condamné, il a été fusillé pour Kharrouba. On a exécuté la sentence pour 3,5 millions détournés. D'accord, c'était une somme énorme. Donc il est passé le tribunal et il a été condamné à mort parce que pour Boumediene, c'est d'accord, c'est du sabotage de l'économie. Et le sabotage d'économie, c'est un crime. C'est un crime qui est passible de la condamnation à mort. Effectivement, c'est pour ça que les gens faisaient attention. D'accord? Donc ça, c'est une histoire qui s'est passée au Khta. Il y a plusieurs qui ont été condamnés à mort à cause parce qu'ils ont pris de l'argent, ils ont détourné, la corruption, etc. Donc c'était quelqu'un d'autoritaire. Il ne pardonnait pas les choses. Donc c'est pour ça que pendant son règne, la corruption, etc. La corruption, elle a pris de l'ampleur après sa mort. On a dépassé le Maroc. Pourquoi? Parce que les gens, après lui, c'est des gens qui n'avaient pas la volonté de combattre la corruption. Au contraire, c'est eux qui encourageaient la dette parce qu'ils profitaient de largesse de l'État. M. Kimaoua, il a été un homme austère, au niveau de l'habitat, et il avait l'habitat au sein de l'État, elle était empreinte d'une austérité exemplaire. يعني ما كانش ما يضيعش سنتيم والله يبروفيتي même les largesses نتاع l'État, etc. Donc, comme les problèmes de l'Algérie commençaient après la mort de Boumediene, voici par exemple un témoignage. Par exemple, on commence par Giscard d'Estaing, qui était le président de la France. Où on connaît bien Giscard d'Estaing, il ne portait pas Houari Boumediene dans son cœur, parce que c'était un partisan, Valéry Giscard d'Estaing, c'était un partisan de l'Algérie française. Donc Boumediene n'a jamais été remplacé par quelqu'un de son envergure. Ça, c'est l'ex-président français, Valéry Giscard d'Estaing, qui le dit. On a même la vidéo sur YouTube, l'interview où Frédéric Mitterrand lui pose la question en ce qui concerne Boumediene. Il a eu cette phrase. Il a dit Boumediene n'a jamais été remplacé par quelqu'un de son envergure. Donc le problème de l'Algérie, c'est qu'on n'a pas pu remplacer Houari Boumediene par un homme de son envergure. Le président Boumediene, ça c'est très intéressant, parce qu'on a le sentiment que si le président Boumediene avait vécu, on fait un peu d'Uchronie, donc c'est comme une occasion perdue. Oui, une occasion perdue.
Et il n'a jamais été remplacé par quelqu'un de son envergure. إذا هذه كانت شهادة تاع فاليري جيسكار ديستان اللي قال أن الجزائر ما قدرتش تعوض بومدين برجل من حجمه. داكور يا اوسي لو تيمونياج تاع بورقعة بوبور نديروها لكم في هاد لا فيديو لو تيمونياج تاعه كي سو تروف اوسي سور يوتيوب وين il atteste la même chose يقول لك pourtant بورقعة c'était un opposant à بومدين. داكور كان معارض. Il a participé même à Tahar Zbiri pour le coup d'État باش يقلبوا بومدين c'est-à-dire pour باش يديستيتيو بومدين. داكور هو الآن كان معارض كان ضد بومدين اليوم يقول لك ودي أنا محتاج إلى بومدين جيت نتصالح مع التاريخ je suis venu pour se réconcilier avec l'histoire parce que كنت غلط. Donc هذه هي لا فيديو وين بورقعة que le connaît que tout le monde maintenant connaît un ancien moujahid, chef de wilaya, etc. Ou quand c'est un opposant à Boumediene, c'est un opposant acharné, c'est-à-dire Mouarid Charis, qui est Boumediene, jusqu'à qu'il a participé avec Tahar Zbiri pour renverser Boumediene, parce qu'il يقلبوا Boumediene, d'accord. Donc هذا الإنسان اليوم يقول لك أنا جيت نتصالح مع التاريخ لأن كنت غلط في هذا الإنسان، d'accord. واليوم ما محتاج بومدين واحد محتاج الى 40 بومدين في كل ولايه ندير واحد. ولا فيديو اسم لو تيتر تاعها سجل يا تاريخ هذا ما قاله الخضر بورقعه احد اشرس معارضيه هواري بومدين. سيتي ان اوبوزون اشارني هواري بومدين كي ريكوني كو l'Algérie n'a pas pu remplacer un homme de son envergure. Donc المشاكل تاع l'Algérie elle a commencé, comme la descente aux enfers, c'est après la mort de Boumediene, c'est terminé. On n'a pas eu un président à la hauteur de Boumediene qui pouvait tenir un tel pays et les responsables, كل واحد في يخاف منه. Donc c'était la débandade et on a commencé. Après on a fait une crise, d'accord, économique qui a engendré le terrorisme, etc. Après le terrorisme, on n'a jamais pu avoir un président à la hauteur. À chaque fois, un président n'a jamais pu, tous les présidents n'ont pas pu tenir l'Algérie qui a été tenue au temps de Boumediene. شهر ماي 2018 لو نطلب منك توصف لي الرئيس الراحل هواري بومدين في كلمة ماذا تصفه؟ بومدين أنا في مرحلة مش بعيدة تحط لي السؤال هذا في الجامعة نتاع الجلفة داروا الذكرى نتاع بومدين وعيطوا لك ليك أنت؟ عيطوا لي يعني ما عرضوني باش يورطوني هكذا لأنك أنت معروف أنك معارض في بومدين وسجنك بومدين مشيت أنا في جامعة بومدين كاين شباب ما عندي حتى مشكل معهم قلت لهم أنا جيت نصطلح مع التاريخ دير مصالحة مع التاريخ درت مصالحة مع التاريخ وقلت كان بومدين كي كان بومدين الله يرحمه الله يرحمه كان هو كما الرؤساء العرب يعني بومدين مناضل ولكن ديكتاتوري قلت لهم كان بومدين واحد كنا ضده كي كان واقف كي كان موجود والآن بومدين موش معنا وإحنا في الوضعية اللي رانا فيها واللي عشناها العشرية السوداء وما أتى من بعد أنا محتاج إلى 40 بومدين باش كاين 48 ولاية نديروا في كل ولاية واحد. هنا تعترف أنه الرئيس بومدين كانت عنده طريقة يعني هي نعترف علاش نعترف علاه. Bon, la chose que je pense beaucoup d'Algériens ignorent, que Boumediene a reçu la médaille de paix de l'ONU en 1916 des mains de Kurt Waldheim, qu'on le voit dans la photo, Boumediene avec le secrétaire général de l'ONU, le temps des années 70, Kurt Waldheim, qui deviendra après président de l'Autriche. Donc la médaille de paix des Nations Unies, elle a été créée en 1971 et les premiers qui ont reçu cette médaille, c'est l'équipe Apollo 15, les Américains,
Apollo 15 en 1971. Donc la médaille, pour moi, elle a plus de valeur, puisqu'elle n'est pas décernée chaque année. Elle est décernée en rare occasion si une personnalité ou un groupe ou une organisation qui se distingue dans le monde pour la paix, pour le maintien de la paix ou œuvrer pour la paix. Donc la médaille, elle est décernée en des rares occasions. C'est pas tout le temps, d'accord? C'est pour ça qu'elle a plus de valeur. C'est pas comme le prix Nobel qu'on distribue à tort et à travers chaque année. Il y a des gens qui ne méritent pas. Je citerai par exemple Obama qui commet des génocides en Irak ou en Afghanistan, Shimon Peres en Palestine, ou Hadi la Birman en San Suu Kyi, qui est en train de commettre un génocide envers la population musulmane qui ont été chassés de la Birmanie. Ce sont des Birmans, c'est des musulmans birmans qui ont été chassés, carrément chassés, ou la tués par alors lorsqu'elle était à l'opposition, on croyait que c'était je ne sais pas, c'est une icône de la paix. Finalement, lorsqu'elle a pris le pouvoir, elle se comporte plus pire que les militaires qui étaient au pouvoir. D'accord? Donc c'est pour ça, je vous dis que cette médaille, elle n'est pas décernée à n'importe qui chaque année. Non, elle est exceptionnelle. Et Boumedienne, on leur a fait une exception, on l'a décerné en 1976, après la perte à Sahraoui qui a eu lieu en 1975. Donc ça veut tout dire. Ça dit long de cette distinction qui a été comme remise à Houari Boumedienne par le secrétaire général lui-même de l'ONU en 1976. Donc on voit les écrits, Houari Boumedienne homme d'État, et c'est pour ça qu'on lui a décerné, d'accord, cette médaille de Hadak. Non, monsieur Boumedienne n'était pas un dictateur, on peut lire fin d'article. Depuis quand décerne-t-on la médaille de la paix au dictateur? Elle fut attribuée en 1976 par l'ONU au président Houari Boumedienne en reconnaissance de ses efforts constants dans la défense de ses principes de paix et de justice. Bon, vous passez même le témoignage du secrétaire général Kurt Waldheim, après la mort de Boumedienne, bien sûr, après la disparition des deux blocs. Vous allez l'entendre, donc c'est un témoignage qui est après le décès de Houari Boumedienne, après plusieurs années. D'accord, on va vous montrer avec la vidéo où il fait un témoignage en ce qui concerne Boumedienne pour la paix, pour la médaille qu'il lui a décernée. Donc la même chose, il y en a dans un autre article, d'accord, qui s'appelle Houari Boumedienne, un visionnaire en avant sur son temps. D'accord, donc vous avez là la même chose. En 1976, la médaille de la paix est décernée par l'ONU en reconnaissance de ses efforts constants pour la défense des principes de paix et de justice. C'est fait l'époque où Alger était la Mecque des révolutionnaires. D'accord? Donc la même chose sur un autre article. Donc on a la même chose. Précisant que ces positions lui ont valu en 1976 la médaille de la paix décernée par l'ONU en reconnaissance de ses efforts constants de la défense des principes. Donc la même chose fait le site consacré à la page à Houari Boumedienne. D'accord? Donc on lit là Boumedienne, par ailleurs le président Boumedienne croyait fermement au droit des peuples à l'autodétermination, précisant que ces positions lui ont valu en 1916 la médaille de la paix décernée par l'ONU en reconnaissance de ses efforts révolutionnaires, de ses efforts constants dans la défense des principes de paix et de justice. Ce fut l'époque où Alger était la Mecque des révolutionnaires du monde. Donc je vais vous passer, voici la vidéo, le témoignage de l'ex-secrétaire général de l'ONU, Kurt Waldheim, dans les années 70, qui est devenu plus tard le président de l'Autriche, puisque c'est un Autrichien qui m'a beaucoup. D'accord? Donc là où il témoigne de l'action personnelle de Houari Boumedienne dans les conflits dans le monde, c'est-à-dire en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe centrale, etc. C'est quoi l'ONU lui a décerné, avec la médaille de paix en 1967. Donc je vais incruster la vidéo dans la vidéo pour voir le témoignage, pour écouter les témoignages, et je vais juste vous montrer la séquence de la remise de la médaille, cette médaille par des mains de
de ce bonhomme, le secrétaire général, l'ex-secrétaire général de l'ONU à Boumediene. Donc on regarde la séquence. Voilà, il y a la séquence, vous voyez bien Kurt Waldheim qui remet la médaille à Houari Boumediene. Boumediene était certainement un homme de paix et il a démontré à plusieurs reprises dans des situations difficiles son engagement dans les efforts de la communauté internationale de maintenir la paix et de trouver des solutions pour les crises internationales qui existaient partout, le Moyen-Orient, les problèmes en Afrique du Sud, en Asie, Vietnam, Cambodge. Il y avait des problèmes extraordinaires dans tous les parties du monde et le président Boumediene a certainement fait une contribution personnelle dans ces négociations pour aboutir. Et c'est à cause de cela qu'il a reçu la médaille de paix des Nations Unies. Et j'étais très heureux de pouvoir, n'est-ce pas, présenter cette médaille personnellement. Autre témoignage de la stature de Boumediene et la place qu'il occupait sur la scène internationale dans les années 70, c'est, bon, comme on va le voir sur la page de Benjamin Stora, historien professeur d'université, c'est connu, d'accord, quand j'ai ouvert ses portes à tous les damnés de la terre. L'Ouatan 2017, donc on peut lire le président Nixon faisait une entorse à la règle américaine de ne pas accueillir à la Maison Blanche le chef d'État avec lequel les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques. Alger a rompu ses relations avec Washington à la suite de la guerre israélo-arabe en juin 1967, reçoit à la Maison Blanche le président Boumediene. Les relations entre les deux pays vont être établies. Donc les Américains, tu vois l'importance de la personnalité de Boumediene sur la scène internationale. Les Américains ne reçoivent jamais un président à la Maison Blanche qui n'ont pas de relations diplomatiques avec ce pays. Et Boumediene, en 1967, il a coupé les relations. C'est une initiative de l'Algérie, de Boumediene. Il a coupé les relations avec les États-Unis suite à l'agression, la guerre israélo-arabe 1967, c'est-à-dire l'agression israélienne contre les pays arabes, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, etc., les Palestiniens, etc. Quel est le pays qui ose couper de relations avec les États-Unis? Boumediene, il l'a fait. Boumediene, il n'avait pas peur, il a fait, Et depuis, on n'avait pas de relation. Et en 1974, lorsqu'il est parti aux États-Unis pour faire, à New York, à l'ONU, pour faire son discours devant l'Assemblée, c'est une assemblée exceptionnelle. C'est-à-dire que l'Assemblée a été réunie exceptionnellement pour Boumediene et fait son discours pour le nouvel ordre économique. C'est pas une assemblée ordinaire qui se fait chaque année. C'est une assemblée qui a été, c'est une réunion qui a été faite exceptionnellement pour Boumediene, pour lire son discours à l'ONU, si vous voulez, à la place du monde, pour la demande à le nouvel ordre économique mondial. Donc Nixon a saisi l'occasion de la présence de Boumediene aux États-Unis pour l'inviter à la Maison Blanche. Donc Nixon, le grand Nixon, invite Boumediene à la Maison Blanche et pourtant l'Algérie n'avait pas de relations diplomatiques avec les Américains. Donc le président Nixon, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, ils vont faire une exception, une entorse à la règle, d'accord, ils vont recevoir Boumediene à la Maison Blanche.
Le compte rendu de la rencontre se trouve dans le livre de le franco-iranien Ardovan Amir Aslani, le livre qu'il a consacré à la diplomatie algérienne, qui s'intitule L'âge d'or de la diplomatie algérienne, édition Média Plus, 2015, fait 240 pages. Donc dans cet article, page glorieuse d'une belle époque. Il parle de l'époque de Boumediene, etc., la diplomatie. Donc le must de ce livre, hein, la chose la plus formidable dans ce livre, demeure les pages consacrées à la rencontre historique Boumediene-Nixon à la Maison-Blanche en avril 1974, pages de 168 à 173, où l'on peut lire le texte déclassifié de l'entretien entre les deux présidents en présence de l'incontournable Henry Kissinger, secrétaire d'État américain des Affaires étrangères. Si vous voulez, le ministre des Affaires étrangères, le docteur Henry Kissinger. Donc, le compte rendu de la rencontre entre Boumediene et Nixon se trouve dans ce livre d'Ardovan Amir Aslani, et il s'appelle L'âge d'or de la diplomatie algérienne. Bien avant la rencontre, la fameuse rencontre, l'entrevue de Boumediene avec Nixon en 1974, déjà en 1971, lorsque Boumediene a nationalisé le pétrole, Nixon va envoyer une lettre à Boumediene, et on n'avait pas de relation diplomatique avec les États-Unis. D'accord, on va lire là, où le titre est Nixon dans la poche. Boumediene sera lui-même destinataire un mois après la nationalisation des hydrocarbures. La nationalisation des hydrocarbures a eu lieu en février 1971. Et alors que les relations algéro-françaises étaient au plus bas, une lettre personnelle rendue publique, c'est-à-dire sous table, par le président Nixon, dans laquelle il annonce que les États-Unis étaient prêts à établir des relations diplomatiques normales avec l'Algérie quand elle le désirera. Donc, en quelque sorte, le président des États-Unis, il implore à Boumediene d'établir les relations diplomatiques, et il ne se posera pas, et il attend le feu vert de Boumediene. C'est les États-Unis, le président des États-Unis qui demande à Boumediene: si vous voulez rétablir quand vous voulez les relations, moi je suis prêt, je suis d'accord. D'accord. Là, ça démontre la stature et l'aura de Boumediene, le président du plus grand pays du monde, qui envoie une lettre où elle est rendue publique. D'accord. Machine là où dit en sourdine ou la Trbania ou la non, il a rendu public, et dans l'accord il demande à Boumediene: si vous voulez rétablir les relations diplomatiques avec les États-Unis, moi je ne m'opposerai pas. D'accord. Donc ça, c'est une autre preuve de la stature, de la grandeur de cet homme. Autre grande action, la grandeur de Boumediene dans le XXe siècle, c'est la nationalisation des hydrocarbures qui va changer la face du monde. D'accord. Donc, bon, avant la nationalisation des hydrocarbures, on va parler de la nationalisation des hydrocarbures. Avant de nationaliser les hydrocarbures, déjà, il avait nationalisé les assurances, les banques, les mines, et après, s'est attaqué au pétrole. D'accord. Donc, on peut lire Boumediene raconté par ses proches, c'est-à-dire par Anissa, sa femme, Anissa Boumediene. D'accord. Donc, on peut lire en fin de Hadak. Elle révélera par ailleurs que dès février 1962, avant les accords d'Évian, d'accord, il avait déjà, avant les accords d'Évian, il avait rédigé des recommandations. Il y a un programme, c'est-à-dire une sorte de programme de 4 pages sur le rôle de l'armée dans la construction du pays, la nationalisation des hydrocarbures, des mines, des banques et des assurances. Il décida d'ailleurs tout seul de la nationalisation des hydrocarbures. Donc c'est lui tout seul qui a pris l'initiative ou la décision de nationaliser le pétrole. C'est qui encouragea les pays du Golfe à suivre l'exemple. Bien sûr, jette la Libye, l'Irak, et après les pays du Golfe, les Lyoum, le fast, le pétrole, qui m'a dit comme c'est grâce à Boumediene, il a changé la face du monde. D'accord. Donc, dans sa nature, il détestait la hogra, les injustices, il a cela dans les tripes, c'est viscéral, dira-t-elle. D'accord. Donc, toujours dans un autre article par Anissa Boumediene, comme voilà, Anissa Boumediene, Boumediene tel que je l'ai connu, d'accord, où elle parle de la nationalisation, bien sûr, des mines. On voit là
le 7 mai 1966 dans une allocution prononcée à l'occasion du 21e anniversaire des émeutes sanglantes du 8 mai 1945, le président Boumediene a annoncé la nationalisation de 11 mines, fer, cuivre, plomb et zinc, ainsi que la transformation du statut des biens vacants en biens de l'État. D'accord. Donc il a entrepris, il a nationalisé, au départ il a nationalisé les assurances françaises, après les banques françaises et étrangères. Après, il s'est nationalisé toutes les mines qui se trouvent en Algérie, celles du fer, du cuivre, du plomb, du zinc, etc. Puis, en dernier lieu, il s'est attaqué aux hydrocarbures, au pétrole. Parce que le pétrole, c'est une ressource qui est très importante dans le monde. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gens, on va voir l'histoire, qui se sont cassés les dents en voulant nationaliser le pétrole. Et comme remarque, la nationalisation n'a pas concerné que les sociétés françaises, elle a concerné toutes les sociétés étrangères, que ce soit britanniques, américaines, etc. Comme on le voit, Le Monde a publié le 1er septembre 1967. La nationalisation de sociétés américaines en Algérie est la conséquence directe de l'agression impérialo-sioniste. La décision du colonel Boumediene de nationaliser plusieurs sociétés pétrolières américaines, voire Le Monde du 31 août, est considérée à Alger comme une mesure importante, la plus spectaculaire depuis la nationalisation des mines en mai 1966. Toujours dans le même article, à Le Monde, les experts et les observateurs ont déclaré à ce propos à la radio algérienne, s'accordant pour estimer que l'Algérie a donné un exemple aux pays arabes pour sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouvait, pour s'engager résolument, courageusement vers les solutions révolutionnaires dans tous les domaines. Pas uniquement les pays arabes, il y a eu le Venezuela, etc. Tous les pays qui ont du pétrole ont nationalisé le pétrole à la suite de la nationalisation de l'Algérie. Donc c'est pour ça qu'on voit ici dans cet article, le 24 février 1971, la date à la nationalisation du pétrole algérien, et le pétrole et le gaz. Boumediene franchit le Rubicon. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Donc le 19 août 1953, l'écrivain Mossadegh, plutôt, le 19 août 1953, l'éviction de Mossadegh, le premier ministre iranien, consacre l'échec de la première tentative d'un pays de tiers-monde d'acquérir la maîtrise de ses richesses naturelles. Il faudra attendre 20 ans avant qu'un autre pays ose nationaliser son pétrole, ce sera l'Algérie. Donc il y a la première tentative qui a été avortée, d'accord, de l'Iranien Mossadegh, qui était le premier ministre élu démocratiquement en Iran, mais la tentative elle a échoué à cause du complot de la CIA et le M6 britannique. Donc on lit dans un autre article qui se souvient du fameux coup d'éclair dans un ciel serein qui fut la décision de Houari Boumediene qui a annoncé à la face du monde par son mémorable Qarrarna Ta'min al-Mahrouqat. Nous avons décidé souverainement de nationaliser les hydrocarbures. Bon, un peu plus bas, cette tentative réussie ne fait pas la première. Il faut se souvenir avec respect le combat de Mohamed Mossadegh, élu démocratiquement premier ministre iranien, et de son combat pour l'indépendance pétrolière de l'Iran. Il perdit son combat, puis destitué et jugé. L'anglo-iranien devenu BP et les compagnies américaines avaient eu raison du nationalisme iranien. Donc on continue dans le même article. Nous avons dit que l'anglo-iranien devenu BP, British Petroleum, et les compagnies américaines avaient eu raison du nationalisme iranien. Bien plus tard, Madeleine Albright, la secrétaire d'État de l'ère Clinton, reconnaissait l'implication de la CIA et du MI6, opération Ajax, dans le renversement de Mohamed Mossadegh et sa condamnation à 3 ans de prison et son remplacement par le général Fazlullah Zahedi, plus conciliant. On parle de 200 à 300 morts à cause de la nationalisation avortée du pétrole iranien par le premier ministre Mohamed Mossadegh. Donc, autre personnage après Mossadegh qui voulait s'attaquer au monopole du pétrole, monopole américain et britannique sur le monopole du pétrole dans le monde, c'est l'Italien, le président de la société ENI, la société italienne du pétrole, Enrico Mattei. Et celui-là, il a payé de sa personne. C'est-à-dire, il a été assassiné en quelque sorte dans un attentat. On a mis une bombe dans son avion personnel.
D'accord, il y a même un film, le film Hada, l'État Francisco Rossi, en 1972, avec l'acteur Jean-Marie Volonté, d'accord, l'affaire Mattei. Voilà, donc on va un peu parler de l'affaire. Donc on lit la page Wikipédia, l'affaire Mattei. Bon, on ne va pas lire tout, on va lire juste sa mort est-elle simplement un accident? Plusieurs commanditaires sont soupçonnés du meurtre des compagnies pétrolières américaines parce qu'ils remettaient en cause leur monopole pour l'approvisionnement en pétrole de l'Italie. Mattei avait inventé la formule les 7 sœurs. Les 7 sœurs, c'est les 7 compagnies américaines et anglaises qui monopolisaient le pétrole dans le monde. Pour qualifier les plus grandes compagnies pétrolières de son époque, ou le SDEC, parce que Mattei était soupçonné de financer le FLN pendant la guerre d'Algérie en échange de concessions pour l'INI. Donc ça, c'était au niveau de l'affaire Mattei. Maintenant, Wikipédia, mais la page est à Enrico Mattei, qui est consacrée au personnage. Il est né en 1906, il est mort en 1962. Donc on peut lire la page Tao. Il est mort dans un accident d'avion mystérieux en 1962, vraisemblablement causé par une bombe embarquée. Cette affaire non résolue a été l'obsession en Italie pendant des années, a été le sujet du film de l'affaire Mattei de Francisco Rossi en 1972. Donc pour briser l'oligopole des 7 sœurs, une formule qu'il a inventée pour faire référence aux compagnies pétrolières dominantes du milieu du XXe siècle, Mattei a initié des accords avec les pays les plus pauvres du Moyen-Orient et les pays du bloc de l'Est. Donc on peut lire, voilà sa politique. Mattei a conclu des accords avec la Tunisie et le Maroc, il a offert un partenariat 50-50. Donc lui, qu'est-ce qu'il proposait? Il proposait aux pays qui ont du pétrole de partager 50 par 50. Mais c'est pas comme il exploitait le pétrole, donc les compagnies américaines et anglaises, etc. Il exploite le pétrole dans ton pays, il te paye uniquement les taxes et les impôts. Le pétrole, c'est leur propriété. Lui, il a offert, c'est-à-dire un autre partenariat, c'est-à-dire de 50-50. La matière première, le revenu de la matière première est partagé entre 50-50 entre le pays et la société italienne. Donc Mattei a conclu des accords avec la Tunisie et le Maroc, qui lui a offert un partenaire à 50 pour l'extraction du pétrole, très différente des formes de concessions normalement proposées par les grandes compagnies pétrolières. À l'Iran et à l'Égypte, il a proposé en plus que les investissements risqués de la prospection seraient entièrement à la charge d'Eni, la société italienne. S'il n'y avait pas de pétrole découvert, le pays n'aurait pas à débourser $1. En 1957, Eni est déjà en compétition avec des géants comme Esso ou Shell et finançait les nationalistes algériens contre l'État français dans la guerre d'Algérie. Donc c'est ça, les positions qui nous ont valu d'être dans la cible dans les compagnies pétrolières, etc. C'est pour ça qu'il est mort dans un attentat jusqu'à maintenant inexpliqué. En 1960, après avoir conclu un accord avec l'Union soviétique et pendant qu'il négociait avec la Chine populaire, Mattei a publiquement déclaré que le monopole américain était terminé. D'accord? Donc c'est ça, il voulait briser le monopole américain et anglais sur le pétrole dans le monde, parce qu'il y avait la France était uniquement en Algérie, c'est tout. Dans le monde ailleurs, c'était les Américains et les Britanniques qui détenaient le pétrole dans le monde. Donc Boumedienne, il est venu, c'est lui qui a réussi à briser le monopole, d'accord, il a changé la face du monde, donc le pétrole est revenu à partir d'Hadak. Il y avait d'autres pays qui ont nationalisé pas uniquement le pétrole, mais les matières premières, les cuivres, le sucre, le cap, etc. Donc ils ont emboîté le pas à Boumedienne. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il a changé la face du monde au XXe siècle par ses actions et ses œuvres. Donc, n'oublions pour rendre hommage à Enrico Mattei, puisqu'il était l'ami de l'Algérie combattante, il a soutenu le FLN pendant la guerre de libération, comme on le voit là, l'ambassade d'Italie, l'Institut culturel italien, Enrico Mattei, l'Algérie pendant la guerre de libération, la même chose dans notre article, la contribution d'Enrico Mattei à la cause algérienne, thème d'un colloque à Alger. Enrico Mattei, fervent défenseur de la cause algérienne. Mattei ne voulait pas du gaz d'une Algérie colonisée. Donc, notre
le 9e FICA, le documentaire Henri Komatei et la révolution algérienne projetée à Alger. Donc c'est un hommage à ce personnage. Donc on s'arrête là pour ne pas trop allonger la vidéo. Donc on avait juste quelques étapes au mahattat fi hayat nubda an hayat Houari Boumediene, parce que la vie Tao elle est vraiment remplie, c'est une vie trépidante. Donc on ne peut pas la résumer dans une vidéo d'une demi-heure ou une heure. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur sa politique intérieure qu'on n'a pas vue, la diplomatie, etc., etc. Donc s'il y a des gens qui sont demandeurs, qui sont intéressants, on peut faire d'autres vidéos sur les autres aspects de la vie de Boumediene.